Top. Rebonjour. Alors, je vais vous parler maintenant de ce deuxième niveau de planification, les plans de gestion. Quels sont les objectifs de ces plans de gestion? Le plan de gestion doit représenter un outil de pilotage de l'entreprise. L'entreprise, c'est l'unité de gestion, c'est la corporation. Et puis cet outil, il doit être surtout utile pour celui qui dirige cette entreprise, donc en principe le forestier. Ce plan de gestion doit représenter une synthèse des objectifs directeurs, donc issus de la planification directrice, qui représente l'intérêt public et aussi des intérêts particuliers du propriétaire. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que ces deux intérêts qui ne sont pas convergents pour tout, par la force des choses, apparaissent bien dans le plan de gestion. Le contenu de ces plans de gestion, là aussi, il peut varier, mais en général, il commence par un retour en arrière aussi sur quel est l'historique de ces forêts. Il présente l'état des lieux, le présent, au niveau géographique, économique, au niveau conditions naturelles et au niveau des peuplements, de sylviculture. Et il présente des objectifs. Ces objectifs peuvent être liés au cadre légal, liés justement à la planification directrice dont ils sont issus, ou ça peut être justement des objectifs particuliers du propriétaire. Ensuite, il présente un plan de mesure. Ces mesures sont souvent vraiment d'abord les interventions sylvicoles. Ça, c'est le contenu vraiment historique et classique des plans de gestion. Mais ça peut aussi être d'autres mesures. On peut imaginer la desserte, l'organisation, l'équipement, des questions de communication aussi très importantes. Et le financement qui n'est pas là de ces mesures. Comment est-ce qu'on prévoit de financer toutes ces mesures? Si possible, il doit aussi directement mettre à disposition un certain nombre d'outils de suivi pour faciliter le contrôle de la mise en œuvre de ce plan de gestion. On s'est rendu compte par le sondage au niveau national que dans la majorité des cantons, le plan de gestion reste quelque chose d'obligatoire, en tout cas pour les propriétaires forestiers publics, mais aussi souvent pour les propriétaires privés, à partir bien sûr d'une certaine grandeur de parcelles. Ce sont les cantons, les services forestiers cantonaux qui fournissent la plupart des informations de base qui sont nécessaires pour le propriétaire, mais pas forcément l'outil lui-même du plan de gestion. Et la planification sylvicole reste, dans la majorité des cas, vraiment l'essentiel du contenu du plan de gestion. Par contre, les produits et prestations susceptibles finalement de garantir le succès, ils ne sont pas toujours, voire rarement définis dans ces mêmes plans de gestion. Il n'y a pas toujours non plus une priorisation des objectifs qui est formulée dans les plans de gestion. Et finalement, le rôle du canton et du propriétaire est différent suivant les cas. Dans certains cas, le canton laisse une grande marge de manœuvre au propriétaire. C'est le propriétaire qui est responsable de faire ce plan de gestion et de le mettre en œuvre. Dans d'autres cas, le canton se substitue quasiment au propriétaire en faisant le plan de gestion à sa place. Point suivant, chapitre suivant maintenant, les données de base. Ça, c'est les données qu'on va utiliser pour ces différents outils, niveaux de planification dont je viens de vous parler. C'est vraiment l'input, qu'est-ce qu'on met dans la machine pour arriver à des produits valables de niveau planification. Je vais vous en présenter juste 4. Ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, il y a la carte des peuplements. Il
il y a les cartes des stations, les données dendrométriques et la statistique forestière fédérale. En reprenant ça, d'abord la carte des peuplements. Donc, ces cartes, en principe, décrivent les contours des peuplements, l'état de développement de ces peuplements, soit en fonction du diamètre, de l'âge ou de la hauteur, la composition de ces peuplements, résineux feuillus, mais souvent aussi plus détaillés par essence, la structure, la texture, le degré de couverture de ces peuplements, etc. Les cartes des stations maintenant, celles-ci sont, comme déjà dit, couvrantes dans la plupart des cantons et ça représente vraiment, elles ont été imaginées comme base pour la sylviculture, mais aussi, par exemple, pour les calculs d'accroissement ou de valeur du sol. Elles sont devenues aujourd'hui un outil très précieux dans l'optique des changements climatiques, puisque c'est sur cette base qu'on essaie d'anticiper l'effet des changements climatiques sur nos peuplements forestiers et, par conséquent, les mesures qu'on peut prendre pour atténuer les effets négatifs de ces changements climatiques. Puis, les données dendrométriques, donc ça, c'est tout ce qui est analysé sur la base des données d'inventaire. Historiquement, ces inventaires, ils ont été faits au sol, puisque c'était plus pratique comme ça. D'abord sur la base d'inventaires intégraux. Ensuite, on a développé des inventaires par placette pour un peu gagner du temps et des méthodes aussi simplifiées type Bitterlich qu'on utilise aujourd'hui par exemple avec l'outil MOTI. Désormais, on combine de plus en plus ces analyses terrestres avec des analyses sur la base de données aériennes, donc les photos aériennes et aujourd'hui les données LIDAR qui sont de plus en plus précises et qu'on arrive de toujours mieux mettre en valeur pour avoir des résultats plus proches finalement de la réalité et moins coûteux à préparer. Dernière donnée, la statistique forestière fédérale. Donc, toutes les entreprises forestières sont tenues, obligées de remplir ces statistiques. Ça a l'immense avantage que ça se base sur des données standardisées. Ces données sont très intéressantes pour le suivi des exploitations et le suivi finalement de la répartition des assortiments. Ça nous permet vraiment d'observer certaines évolutions au niveau de l'exploitation et des assortiments et aussi de comparer des régions entre elles pour mettre en évidence les similitudes et différences. La statistique forestière inclut aussi des données, des résultats économiques. Ceux-ci ne sont pas toujours utilisables tels quels, notamment pour les petites entreprises qui ne travaillent pas avec le compte d'exploitation forestier standardisé de forêt suisse, donc qui ont une façon de calculer finalement leurs coûts et leur rendement d'une manière plus aléatoire. Voilà. Alors, maintenant, il s'agit aussi de mettre en place un certain suivi, des outils de contrôle. On n'aime pas tellement utiliser ce terme de contrôle. Dans ces outils de suivi, on y revient. Je viens d'en parler. Il y a la statistique forestière qui permet un certain contrôle des exploitations. Mais on a aussi tous ces résultats des inventaires qui permettent de calculer l'accroissement et l'évolution du matériel sur pied, de la composition, de la structure, de la répartition des âges d'une forêt. Un outil qui est nouveau et que je vais vous présenter un peu plus en détail juste après, c'est le rapport sur la gestion durable. Et puis, donc, chaque plan de gestion, finalement, dans sa partie analytique,
fait un certain bilan, donc un certain suivi, contrôle de la gestion forestière. Le rapport cantonal sur la gestion durable des forêts. Il a été introduit en 2016, c'est un nouveau produit de la Convention RPT et il était à choix. Donc les cantons étaient libres de l'éditer ou pas, mais s'ils choisissaient d'avoir un soutien financier pour ce rapport, alors il y avait une liste, il y a toujours une liste de 13 indicateurs qui étaient donnés. Ce rapport il a été adopté par plus de la moitié des cantons et il permet de mettre en évidence les points forts et les points faibles de la gestion forestière à la source helvétique. Donc, il représente, à mon avis, vraiment un très bon outil de communication, que ce soit pour la communication avec la population et pour la communication plus stratégique avec les autorités. Néanmoins, il n'est pas forcément facile d'obtenir des données objectives sur tous les indicateurs qui nous sont proposés. J'y reviendrai. Les sources de ces données sont différentes pour chaque canton. Chaque canton a ses propres données de base dont je viens de parler. Et du coup, les rapports peuvent difficilement être comparés entre eux. Ça ne nous dit pas, oui, le canton d'Obwald fait une meilleure gestion forestière durable que le canton de Nidwald, parce que souvent, c'est justement peu comparable. Ici, justement, un résultat qui demandait pour lesquels des indicateurs les cantons disposent de données suffisamment actuelles, précises et détaillées. On voit certaines données en haut de l'échelle sur la surface ou la part de surface forestière traitée qui sont assez faciles à obtenir, pour lesquelles la grande majorité des cantons disposent effectivement de données fiables. Et puis tout en bas, on arrive à la fréquence des visites en forêt, où là, en l'état, pour le moment, on n'a pratiquement pas de données. Mais on ne désespère pas pouvoir, par exemple, utiliser à l'avenir des données issues des smartphones qui nous permettraient de mieux quantifier et localiser les visiteurs en forêt, sans vouloir les surveiller, bien sûr. La plupart des cantons ont donc utilisé ces 13 indicateurs, mais tous n'ont pas utilisé des valeurs cibles, respectivement des seuils, des limites, afin de finalement évaluer est-ce que c'est durable ou pas. Je vous quelques mots sur ce qui a été fait à Fribourg. Donc à Fribourg, il y a eu un rapport qui a été publié. Ce rapport se veut assez bref. Il est basé vraiment comme outil de communication. Ensuite, on a un rapport explicatif qui décrit comment on est arrivé à ces résultats qui sont publiés dans le rapport. Et le rapport lui-même, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose des seuils, justement, avec des zones où on est verte, donc le résultat est bon ou très bon, des zones jaunes où c'est satisfaisant et des zones rouges où ce serait insuffisant. Mais voilà, ces seuils, on les a définis quand même un peu à l'emporte-pièce parce qu'il n'existe pas forcément de valeur au niveau national ou international pour ça. Mais ça permettra, lors de la publication du deuxième rapport, de comparer l'évolution aussi de ces données par rapport à l'objectif qui est de rester dans ces seuils. Voilà,
Donc, on a pu constater tout au long de cet exposé que voilà, les cantons disposent d'une grande marge de manœuvre et que donc chaque canton a ses propres pratiques, son propre cadre. C'est aussi un des objectifs de ce cours en général de vous présenter la diversité des pratiques cantonales avec notamment une comparaison qui vous sera proposée entre les cantons du Valais et des Grisons. Ici, une vue d'ensemble de tous les systèmes cantonaux. Donc, on voit qu'au niveau des plans, planification directrice, il n'y a que 2 cantons qui n'ont pas du tout de planification directrice, Argovie et Soleure, et qu'au niveau du plan de gestion, il y a quelques cantons Obwald notamment, et le canton du Valais. Et on voit aussi quels sont les cantons qui ont fait le premier rapport sur la gestion durable. Actuellement, on est en 2e, donc on pourrait mettre à jour prochainement ce tableau. Dans les données de base, presque tous les cantons disposent de cartes des stations, disposent aussi de cartes des peuplements, dont certaines sont basées de manière classique sur l'interprétation des photos aériennes, mais d'autres intègrent déjà la télédétection ou d'autres méthodes. Même chose pour les données dendrométriques. Certains cantons peuvent utiliser les données de l'inventaire forestier national, alors que d'autres utilisent leurs propres données, surtout les plus petits cantons, pour lesquels les données de l'inventaire forestier national ne sont pas assez représentatives. Quels sont les acteurs de ces systèmes de planification? Donc, il y a les acteurs que j'ai appelés régionaux, qui sont bien sûr les propriétaires, les représentants des propriétaires, les corporations, les associations de propriétaires. On a les forestiers eux-mêmes, les arrondissements forestiers et les bureaux privés qui aident aussi souvent beaucoup à la préparation de cette planification. Ensuite, on a des acteurs intercantonaux. L'OFEV, la division forêt, qui pilote l'inventaire forestier national en donnant un mandat pour ça ou à l'Institut de recherche du VSL et qui soutient financièrement les efforts des cantons pour la préparation de leur base de planification forestière. C'est dans ce cadre que l'OFEV a introduit le rapport sur la gestion durable des forêts. Mais sinon, on l'a vu par rapport au cadre légal, l'OFEV n'a pas de légitimité en termes de directives pour la planification et de préparation de base légale, puisque la responsabilité est clairement sur les comptes. Il y a aussi l'Office fédéral de la statistique qui, lui, est responsable pour la statistique forestière suisse. Ensuite, on a dans les acteurs intercantonaux, on a un acteur dont j'aimerais encore vous parler, c'est VAPLAMA, le groupe de travail pour la planification et gestion des forêts, donc Wald- und Planungsmanagement de la Société forestière suisse. Ce groupe rassemble tous les responsables cantonaux de la planification forestière, des représentants de l'OFEV, mais aussi tous les intéressés à la planification, que vous travaillez dans un bureau privé, dans un service ou vous soyez dans la recherche. Cette association met à disposition un site internet planfor.ch sur lequel vous trouverez de nombreux documents sur la planification forestière et on organise aussi des rencontres d'échange et des cours de formation continue, comme vous êtes en train d'en suivre là. Il y a une feuille d'information encore qui est publiée 2 fois par année. Conclusion, et là c'est plus des conclusions personnelles, je dirais. Donc la planification est une aide vraiment pour prendre du recul et
Ce n'est pas moi qui vous apprendrai à quel point c'est important et utile de savoir prendre du recul par rapport à notre action en forêt. Et elle permet de communiquer, que ce soit avec les propriétaires, avec la population et avec les autorités. Et non seulement on communique, mais on utilise vraiment des données objectives pour communiquer. Elle permet aussi d'avoir une continuité, cette gestion durable de la forêt, puisque la forêt, la gestion forestière se passe sur plusieurs générations de forestiers, de propriétaires, de conseillers communaux. Donc, pour ce point, elle permet une aide décisive et elle permet aussi de prendre des décisions stratégiques et opérationnelles qui sont fondées sur une analyse globale. On peut exploiter la forêt et la forêt va continuer de pousser, même sans planification. Mais quand on en dispose, on remarque très vite à quel point c'est une aide précieuse, beaucoup plus qu'une contrainte. Voilà, je vous remets les sources là. Je vous remercie bien de votre attention et le cas échéant, je me tiendrai à disposition aussi pour répondre à vos questions.